Bonjour, j'espère que nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne qui se veut une chaîne de la vérité pour la paix. L'année 2025 est une année importante pour notre pays. Et il y a une opinion qui semble se développer que le seul responsable des désastres que vit le Cameroun, c'est le président Paul Biya. Alors notre chaîne a pris pour décision de faire partager et rétablir les responsabilités de chacun pour que le peuple camerounais, en toute honnêteté, en toute clairvoyance, en toute lucidité, décide en octobre 2025. Alors, chacun va prendre ses responsabilités. Moi, je prends les miennes. À un certain âge, il faut être capable de dire la vérité. Ma responsabilité sera de vous raconter les histoires vécues dans l'administration pour vous montrer comment est-ce que tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui ont chacun une solution dans ce pays. Et une solution qui ne peut pas être mise en œuvre parce que c'est une force tapie dans l'homme dont je ne connais pas la nature. Parce que si on veut dire que je connais la nature de cette force, je me trompe. Mais les effets de la force existent. Ne refuse que ces solutions proposées soient mises en œuvre. Alors l'histoire, je choisis la première histoire, celle que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est une histoire qui se déroule dans le département de la Moufouafamba, à Anfou. Je suis délégué départemental des affaires sociales de la Moufouafamba, Anfou. En décembre 2010, en 2016, fin décembre 2016, un jeune homme d'à peine 23 ans entre dans mon bureau. Il me dit, monsieur le délégué, je suis certes aux affaires sociales, je suis certes devant le délégué, mais je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous pour vous dire que mon père était lieutenant. Il est mort à Bakassi. Et ma mère s'est débrouillée à nous payer la scolarité. J'ai eu le bac, j'ai eu la licence. Là maintenant, je veux faire le concours de l'INGS. Et il me manque 7000 francs pour payer la quittance, pour pouvoir faire le concours de l'INGS et la fermeture. Alors je suis venu vous voir pour que vous me donniez 7000 francs. Le jeune homme était tellement sincère que j'ai trouvé qu'il fallait lui donner cet argent. Dans ma poche, j'avais 17 000 francs. J'ai pris les 17 000 francs. Je lui ai donné 17 000 francs en lui souhaitant la bonne chance pour le concours de l'INGS. Malheureusement, cette histoire a trotté dans ma tête. Comment un pays comme le Cameroun peut être incapable de s'occuper des enfants d'un lieutenant qui est mort à Bakassi, alors que nous nous vantons d'avoir gagné Bakassi. Ce n'est pas possible. Alors très vite, j'active ma sonnerie, je fais venir ma secrétaire. Je dis à ma secrétaire, convoque-moi illico presto une réunion avec tous mes collaborateurs. Ce que ma secrétaire fait. 30 minutes après, le dispositif était prêt. La vingtaine que nous étions, nous sommes venus. Je leur ai raconté l'histoire et je leur dis, il y a un seul point à l'ordre du jour. C'est que nous faisions la collecte des textes pour pouvoir sortir un dispositif qui va faire que, ne fût-ce que dans le département de la Moufouafamba, on puisse prendre en charge les enfants qui sont issus des orphelins de guerre, les enfants dont les parents sont morts à la guerre. Nous nous séparons donc après presque 30 minutes de réunion et de débat. Nous nous séparons avec la ferme conviction de nous retrouver 2 jours après avec un ensemble de textes qui nous permettent d'élaborer ce dispositif. Heureusement pour nous, le lendemain, une de mes collaboratrices m'apporte un texte. La loi de 84 fixant les pupilles d'État. Un texte qui est signé au Cameroun. Un texte qui existe depuis 84. Le texte existe depuis 84. Je lui dis merci. Et comme la réunion c'est le lendemain, je prends le texte et je vais lui lire. Un texte merveilleux.
un texte extraordinaire. Et je fais une parenthèse. En analysant le texte, en faisant mes recherches autour du texte, je me rends compte que le professeur Maurice Kamto avait donné une interview en 2022 disant que il avait demandé en 2014 qu'on vote la loi. Je vais vous montrer les images de cette interview. J'ai fait l'effort d'aller chercher l'image de cette interview. Voici l'image que je prends dans le journal. Cette image dit: Maurice Kamto rappelle avoir demandé en 2014 l'adoption d'une loi sur les pupilles de l'État. Or, en 1984, la loi est déjà votée. Ça veut dire que lui, ministre de la Justice, ne savait pas qu'une loi sur les pupilles de l'État existe depuis 1984. Lui, il demande qu'on la vote en 2014. Donc, la loi existe, mais il demande qu'on la vote. Donc, il faut donc, si nous allons revenir sur notre histoire, j'ai fait cette parenthèse. Pour attirer l'attention des gens. Ce qu'on vous dit aujourd'hui est de nouvelles solutions. C'est des solutions qui existent depuis longtemps dans l'administration. Le président bien a fait l'effort de prendre tout. Si le professeur Maurice Kamto, qui a été ministre, ne sait pas ce qui a été fait, a fortiori les autres qui n'ont jamais été ministres, comment peuvent-ils savoir qui est à l'origine des problèmes? Donc la parenthèse fermée, le texte existe. Et je suis fasciné par le texte. Je me dis, mais c'est pas possible. Quand on refait la réunion le lendemain avec les collègues, je leur dis que ça, il faut qu'on exploite ce dispositif. Il faut qu'on bouge le ministère des Affaires sociales pour que le ministère des Affaires sociales, qui était leader selon le texte, à mobiliser, à mettre en œuvre le dispositif, parce que la loi créait un organisme de prise en charge des enfants orphelins de guerre. On se sépare sur un planning de travail pour nous faire des propositions à notre hiérarchie pour la mobilisation des textes. 2 jours après, j'ai une réunion avec les femmes, l'association des femmes de la Moufouafama, de toute la Moufouafama. L'histoire m'émeut tellement que je raconte au cours de la réunion cette histoire. Une femme lève la main et me dit: Monsieur le délégué, si vous voulez que le président de la République soit au courant de cette histoire, faites une lettre. Demain, je dépose cette lettre sur la table du président de la République. Mais quel honneur, quel bonheur que cette dame décide de porter ce que nous voulions auprès du chef de l'État. Alors je lui dis: Madame, je suis très heureux que vous portiez cette lettre au président de la République. Parce qu'en réalité, c'est exactement ce que je veux que le président de la République nous prouve. Qu'il n'écrit pas les textes pour écrire. Nous allons lui demander ce qu'il en pense. Nous sommes en 2017. Un texte signé en 1984 n'est pas appliqué. Nous allons le bousculer pour qu'il puisse faire le texte. Et je vais vous montrer comment le texte, la lettre a été écrite, la lettre que j'ai écrite au président de la République. Alors, pour que vous compreniez que j'étais décidé, je vais vous lire. Elle n'est pas longue, parce que le président, pareil, ne lit pas de longues lettres. Je vais vous lire ce que j'ai écrit. J'ai dit au président: Excellence, je lui rappelle d'abord en objet la lettre, prise en charge des orphelins de guerre au sens de la loi du 4 juillet 1984. Alors je dis au président: Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de venir très humblement solliciter votre très haute compétence afin que la correspondance ci-jointe adressée à Madame le ministre des Affaires sociales
relatives à l'objet susvisé puissent enfin induire l'activation de cet outil de visibilité de votre politique sociale. En effet, le fonctionnement du ministère des Affaires sociales fait de votre politique sociale le ventre mou du magistère du renouveau. Pourtant, il n'en est rien. Le regard de spécialiste de l'élaboration des politiques sociales que je suis me permet d'affirmer que, du point de vue technique, tous les leviers sont disponibles pour que le Cameroun soit une référence en la matière. Techniquement, une politique sociale s'observe à partir de 3 indicateurs: les valeurs, une structure et des modalités de mise en œuvre. Le dispositif juridique en vigueur fait apparaître ce triptyque. La loi sur la liberté des associations de 90, à travers l'extension de la qualité d'utilité publique aux associations, fait du tissu associatif la structure de mise en œuvre de votre politique sociale. La recommandation 202 de l'OIT, que vous avez ratifiée en 2012, fait de la mise en place des socles de protection sociale la modalité qui permet d'étendre la protection sociale aux personnes pour lesquelles tout système contributif est inopérant. La loi fixant les conditions d'adoption de tutelle et de pupille de la nation, que vous avez signée en 1984, objet de ma présente correspondance, est révélatrice des valeurs sur lesquelles repose votre politique sociale. Il s'agit de la solidarité. Elle est traduite par la prise en compte des réalités africaines par l'introduction de la notion de soutien familial dans la définition de l'orphelin de guerre. Parce que dans ce texte, il suffisait d'avoir été élevé par quelqu'un qui était mort à la guerre sans être son fils pour que vous soyez considéré comme orphelin de guerre. La lettre se suit en disant la justice sociale, traduite par le renforcement des capacités des personnes vulnérables, par l'institution d'une complémentarité entre le familial, l'administratif, le judiciaire et les procédures. L'efficience et l'efficacité, traduite par la création d'un organisme approprié pour la protection des orphelins de guerre. Seulement, l'impression d'absence de politique sociale est au fait qu'aucun de ces outils n'est opérationnalisé par l'administration qui en a la charge. Il paraît nécessaire de la dynamiser, dans l'espoir que cette initiative sera comprise comme une volonté de mettre en évidence la constante de votre démarche depuis 1984 dans la réponse à la demande sociale et dans la matérialisation de votre volonté d'élaboration d'une politique sociale originale et avant-gardiste. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, Excellence, l'expression de ma profonde défiance. Voilà les mots dans lesquels je m'adresse au Président de la République. Pour lui dire, je le mets à l'épreuve, pour lui dire que vous avez signé un texte. Pourquoi vous laissez le texte? Pourquoi vous abandonnez le texte? La lettre est partie le 3 janvier 2017. Le 5 janvier 2017, la dame revient me voir. Elle me dit, le président a eu votre lettre et je suis sûr qu'il va vous chercher. Il était très content de votre lettre. Oh, je me suis dit, bon voilà, c'est des gens qui aiment raconter des histoires. Elle a vu le président. Bon, c'est entré et c'est sorti de l'autre côté. Le 7 janvier 2017, le commissaire spécial d'un fou entre dans le couloir. Il m'a trouvé dans le couloir. Il me dit, petit frère, viens, entre dans ton bureau. J'entre dans mon bureau. Il me dit que le procureur général a envoyé les gens t'arrêter. Je dis, mais m'arrêter, qu'est-ce qu'il y a eu? Il me dit que comme je suis le promotionnaire du particulier du procureur général, alors le procureur général, ils sont passés par moi pour que nous venions t'arrêter. Je dis, mais non, c'est pas possible. Il dit que tu dois 3,5 millions à quelqu'un. Je dis, ah, et le procureur général vient m'arrêter 3,5 millions. Moi, je ne dois 3,5 millions à personne. Il me raconte un peu l'histoire. Je dis, ah oui, nous avons eu une histoire de 3,5 millions. Quand il fallait lui remettre l'argent, il y a eu un décalage de 75 000 francs. Je crois qu'il doit venir chercher ça le mois prochain. Voilà alors l'histoire pour laquelle il est arrêté. Je dis, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais déjà? Je dis, ok. Il me dit, je vais appeler le secrétaire particulier du président du procureur général. Comme ça, nous allons mettre le haut-parleur.
Donc, si tu appelles le gars en question, et comme ça, il aura la vraie version quand vous allez échanger. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà comment le gars reconnaît que, et le lendemain, il faut payer l'argent aussi. Bref, c'est une histoire qui s'évanouit par le commissaire. Le 11 janvier, le secrétaire particulier d'un ministre de ma région m'appelle. Il me demande, mais le papa me demande, me dit de te demander comment tu as fait. Je n'arrive pas, honnêtement, je n'arrive pas encore à lier les deux histoires. Je n'arrive pas. Je me dis que je suis entré dans un tourbillon de problèmes. Alors, il me demande comment tu as fait. Comment j'ai fait quoi? Comme j'étais en train de mettre en place un projet de socle de protection sociale dans la Meufouafamba, je me suis dit que probablement ça concerne le projet. Je lui ai dit voilà comment j'ai conçu le projet, machin. Bon, peut-être qu'il a compris que je n'avais rien compris. Le 27 janvier, il faut aller présenter les vœux au ministre des Affaires sociales. Quand je me présente, je le sors du terrain pour aller présenter les vœux. Un collègue sort, il me dit que j'ai un ami de la recherche extérieure, de la recherche, il travaille à la recherche, qui m'a dit qu'ils ont pour mission de venir t'arrêter en public pour te ridiculiser. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ridiculiser? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils disent qu'ils doivent venir t'arrêter en public le 27 janvier. Je dis, mais c'est pas possible. Il me dit, n'assiste pas à la présentation des vœux. Je ne suis pas entêté parce que personne ne peut accepter de se faire ridiculiser le jour de la présentation des vœux. Je rentre à la maison. La présentation des vœux devait avoir lieu un lundi, un vendredi. Le lundi, je m'en vais au travail normalement en fou. Quand j'arrive, la secrétaire du préfet vient me voir. Elle me dit que le préfet veut te voir de toute urgence. Quand je m'en vais voir le préfet me dit qu'un haut magistrat l'a appelé pour lui dire qu'ils vont venir m'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Il paraît que j'arrache les terrains aux gens en fou, dans le département d'en fou, que je donne aux hommes d'affaires. Et le préfet me dit que moi, je lui ai dit que je connais un peu ce projet, mais il ne s'agit pas de ça. Mais je vais en discuter avec mon collaborateur. Je lui ai dit que, mais voilà, c'est de ça qu'il s'agit, monsieur le préfet. Le préfet dit qu'il y a sûrement malentendu. Il faut que tu ailles rencontrer le ministre des Affaires sociales pour que vous entendiez. Je quitte le préfet à 15 h pour aller rencontrer le ministre des Affaires sociales. Quand je décide d'aller rencontrer le ministre des Affaires sociales, pendant que je suis au carrefour tropical, je suis dans ma voiture, je me rends compte qu'il y a un méli-mélo au carrefour, je ne comprends pas, alors que c'était pour moi le méli-mélo. Quand je garde pour comprendre ce qui se passe, autour de moi, il y a la police. Vous êtes en état d'arrestation. Je garde mon calme parce que je sais que ça plane de bruit. Je leur demande que bon, maintenant moi je suis au volant. Je fais comment? Vous prenez le volant ou bien ils disent non, on ne prend pas le volant, laisse-nous entrer, on t'accompagne. Quand ils sont entrés dans la voiture, j'entends comment à travers leurs appareils, ils informent le commissaire de police en disant que non, nous l'avons attrapé, machin, machin. Et ce soir-là, j'ai subi une perquisition. Perquisition chez moi, perquisition dans mon lieu de culte, perquisition partout jusqu'à 22 h. Et c'est à 23 h minuit qu'on me signifie ma garde à vue. L'objet, je ne sais pas. On me dit que le lendemain, on ira dans mon bureau en fou. Perquisitionner le bureau en fou. Et quand on va me faire cette perquisition, c'est avec ma voiture et mon carburant qu'on va faire la perquisition. Là, les enfants comprennent. Alors, pendant que je suis, ces événements se produisent, malheureusement, le général Koudji, le 22 janvier, a été victime d'un crash d'hélicoptère. Le général Koudji devait donc il devait recevoir ses honneurs le 3 février. Entre-temps aussi, le CERAC avait rénové l'hôpital de Mfou. Le CERAC devait venir en Fou. Et à cette occasion, je devais rencontrer les membres du CERAC. Pendant que je suis en garde à vue à la division de la police judiciaire du sang, la DRPJ, pendant que je suis en garde à vue là-bas, la dame revient me voir. Elle me dit, monsieur, vous êtes gardé ici
Parce que vous ne devez pas être en contact avec des gens qui doivent vous rencontrer. C'est pour ça que vous êtes ici. Regardez. Bon, ça, vraiment, vous imaginez que quelqu'un qui est en détention en plus ne comprend pas très bien. Alors, ce qui finit par me convaincre qu'il s'agit de ça, c'est que lors du discours du président, lorsque il rend ses hommages au général Koudi, vous pouvez vérifier le discours du président. Il a repris l'un des paragraphes de ma lettre en disant: je veillerai personnellement à ce que la loi de 1984 sur les pupilles de l'État soit appliquée. J'étais à la DRPJ quand ça se passait. Mais quand les personnes sont revenues de la DRPJ, il était 16 heures. Une voiture banalisée est venue me chercher pour aller me présenter au procureur, pour que le procureur me mette sous mandat. Donc, voilà comment est-ce que la machine a décidé de me mettre hors du système. Parce qu'il ne fallait pas appliquer cette loi, la loi sur les pupilles de l'État. J'ai commencé à bagarrer avec une autre affaire qui n'avait rien à voir avec les pupilles de l'État. Et la promesse du chef de l'État de la mettre en œuvre aux obsèques du général Koudi, sachant qu'il va retrouver le monsieur qui lui a écrit la lettre. Non, le monsieur était gardé aux frais, inconnu, il ne pouvait pas être vu. Donc j'ai pris cet exemple pour vous dire que voilà ce que moi j'ai vécu. En voulant mettre en œuvre, le président de la République a répondu à ma demande parce que au discours du général Koudi, au discours des hommages du général Koudi, il a repris intégralement en disant: je veillerai personnellement à ce que la loi soit mise en œuvre, la loi qu'il avait signée des années avant. La personne qui l'a lui rappelé, c'était moi et il a pris comme ça. Donc en réalité, c'est pour vous dire que si les jeunes n'ont pas leurs choses appliquées, ce n'est pas parce que le président ne veut pas. Il trouve la solution. Et dès que quelqu'un décide de prendre la solution, de mettre la solution en œuvre, il y a une machine qui s'abat. Et les personnes de la machine, je ne peux pas les donner, je ne peux pas les connaître. Les seules personnes qui peuvent les connaître, c'est, je peux le citer, hein, sans avoir peur de nous tromper, c'est le défunt magistrat Tan Ruben qui peut expliquer comment il a fait, parce qu'il s'est plaint d'avoir une pression, mais il n'a jamais dit de qui vient la pression. C'est peut-être le magistrat qui me met sous mandat de dépôt qui m'a dit que vraiment je suis obligé de fermer mon téléphone parce que j'ai eu trop de coups de fil. Je ne veux faire mon travail en paix. C'est peut-être le magistrat Moussa qui est décédé, qui a fait enrôler un dossier avec une fausse ordonnance de renvoi. Donc, il y a plein de gens et qui a fait la fausse ordonnance de renvoi. Une fausse ordonnance de renvoi fait qu'on enrôle un dossier de procédure pénale. C'est des personnes qui connaissent. Donc, un ensemble de personnes. Voilà l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui. Comment la machine à broyer se déploie, même pendant que le chef d'État lui-même a déjà mis la solution en place et les personnes ne veulent pas l'appliquer. Et beaucoup de personnes qui bavardent aujourd'hui ne savent même pas que ces solutions existent. Ils viennent les reproposer en croyant faire du nouveau. Donc c'est ce que je voulais que vous sachiez. Les populations doivent savoir que les choses sont plus complexes qu'elles ne le pensent, les populations. Pour l'histoire d'aujourd'hui, j'espère que vous avez des